sélectionné les 20 dernières seraient complètement détruits et cesseraient d'exister. Imaginez ce qu'il coûterait pour reconstruire nos villes. Pensez à la question des transports. Il faudrait peut-être même pomper l'eau, c'est à ce niveau-là. De toutes nouvelles armes dont certaines peuvent éteindre l'électricité des villes, tandis que d'autres peuvent tuer les gens, sont sur le point de voir le jour. Nous avons testé ce que j'appelle des armes à micro-ondes pour le contrôle des foules. On peut balayer un grand espace avec le faisceau pour que les gens qui s'y trouvent aient l'impression de cuire. Ce qui est un peu le cas. Si vous n'avez pas entendu parler de ces armes, ne vous étonnez pas. Elles sont mises au point en secret et elles semblent encore faire partie du monde de la science-fiction. Nous sommes tout juste assez avancés scientifiquement pour être dangereux. C'est comme donner une grenade à un enfant de maternelle en espérant qu'il ne s'en servira pas. Bienvenue dans le monde de la guerre électromagnétique. L'île Belle, à Terre-Neuve, sur la côte de l'océan Atlantique, est un endroit des plus paisibles. Un matin d'avril 1978, alors que les gens se rendent à l'église, un énorme éclair déchire le ciel et frappe la petite île. Barbara McKim est chez elle sur la baie Conception, à 20 km de l'île Belle. Elle est témoin du phénomène. Nous avons entendu cet énorme bruit fracassant. La maison a tremblé et la vaisselle a vibré sur les tablettes. Nous sommes allés à la fenêtre du salon et nous avons vu un objet ovale qui se déplaçait très rapidement et qui semblait laisser une traînée derrière lui. C'était assourdissant. Il avait une trajectoire parfaitement droite qui se dirigeait vers l'océan. C'est ce que nous croyions, mais il a abouti sur l'île Belle. L'étrange rayon est observé par des douzaines de témoins avant d'aller éclater sur la propriété de Jim et Susie Bickford, où il bouleverse la quiétude de ce dimanche matin. Des appareils de télévision explosent, des fusibles sont éjectés des murs et des boules de feu traversent les bâtiments. Oui, j'étais sur l'île Belle le 2 avril 1978. Steve Parsley est le voisin et le gendre des Bickford. Il vient tout juste de quitter la grange quand l'éclair frappe. Quand nous avons regardé, il n'y avait que la porte. Et on ne voyait que des débris. La remise et la grange avaient été réduites en miettes. C'était une terrible explosion. Les satellites enregistrent une des plus grandes émissions lumineuses de l'histoire, équivalente à celle d'une explosion de 10 mégatonnes. À Ottawa, les radars militaires captent aussi la violente explosion. Le premier ministre est alerté et l'armée envoie l'enquêteur en scène d'incendie, James Farrell. Dès que j'ai vu les fusibles incrustés dans le mur, j'ai compris que j'avais affaire à quelque chose de particulier. J'étais impressionné. La grange était sans dessus-dessous et les poulets étaient morts. Ensuite, j'ai vu que la décharge électrique avait attaqué les clous du plancher. Je suis ressorti et j'ai remarqué que l'isolant était arraché des fils électriques. Je l'ai montré à M. Beckford. Il était surpris et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai répondu que je n'en savais rien. L'enquête militaire se poursuit et le service des renseignements de la GRC décide de mener sa propre investigation. Nous avons reçu des témoignages de gens de la baie Conception qui avaient vu des objets tomber sur l'île. Alors nous les avons vérifiés. J'ai écrit que l'origine était électrique et que c'était peut-être un éclair ou un éclair en boule. Et cela a clos le dossier. Ce n'était pas un éclair, c'était comme un rayon.
On aurait dit que ça sortait de film de James Bond. Je ne crois pas que c'était un éclair. C'était venu de Dieu sait où, et il y a eu des enquêtes. On dirait que ce n'était pas juste un éclair. Le rapport officiel arrive à la conclusion que l'explosion a été causée par un éclair en boule. Mais les insulaires demeurent sceptiques et se demandent si ce ne serait pas plutôt le résultat d'une expérience militaire qui aurait mal tourné. Les faits remontent à 1978, en plein cœur de la guerre froide, ce qui alimente les spéculations. La Russie et les États-Unis se sont dotés de tout un arsenal qui n'a rien de rassurant. Ce qu'on ignore, c'est que les rivaux perfectionnent et mettent à l'essai un nouveau type d'arme. À l'époque où se produit l'explosion sur l'île Belle, les armes électromagnétiques sont à l'étude depuis 30 ans. La recherche se poursuit toujours aujourd'hui et elle débouchera sur une toute nouvelle façon de faire la guerre. Les militaires considèrent que cela modifiera complètement leur mode d'opération. Ce sera un changement radical par rapport aux bombes, aux balles et aux soldats. Les armes à énergie dirigée seront dominantes, que ce soit de puissants lasers, des faisceaux d'ions ou des micro-ondes, pour créer des sensations de chaleur sur le corps. Voilà la tendance qui se dessine. Dans un article sur les nouvelles méthodes militaires en période de guerre, écrit en 1989 par le US Army War College, on affirme que le changement qui se prépare est aussi important que l'introduction de la poudre à canon au Moyen-Âge en Europe et que l'arrivée des armes atomiques au XXe siècle. Le changement qui est en train de se passer est tout aussi profond que ceux qui se sont produits à ces époques. On a dit que l'histoire de l'homme était l'histoire de la guerre. Si cela est vrai, l'histoire de l'homme va bientôt faire un grand saut vers l'avenir. Nous sommes au début de l'époque de la science moderne. Nous avons vu un développement rapide de la technologie des armes qui a commencé avec l'invention de la poudre à canon. Puis il y a eu les bateaux équipés de canons, le développement des armes aériennes, de nouveaux explosifs, et ainsi de suite. Quand la Première Guerre mondiale est déclenchée, toute cette technologie militaire se déchaîne sur le monde. Une génération habituée à vivre dans la paix et le confort d'une société libérale encaisse le choc. La guerre entraîne le monde entier dans un siècle de violence. Cette courbe ascendante de progrès technique, pour user de violence, atteint son apogée absolu avec l'apparition de l'arme nucléaire. C'est le point culminant de la tendance qui a débuté à l'âge de pierre quand le premier être humain a pris un os et s'en est servi pour frapper un rival. Ça a commencé là et ça s'est poursuivi jusqu'à l'arme nucléaire. La perspective d'une destruction mutuelle force les superpuissances à être prudentes, mais ne ralentit en rien la recherche en armement. En ce début du XXIe siècle, la technologie qui nous a procuré les téléphones cellulaires, les micro-ondes et les télécommandes est maintenant utilisée dans toute une gamme de nouvelles armes. La recherche sur ces armes est restée longtemps secrète, jusqu'à ce qu'un journaliste du New York Times se mette à enquêter. Le New York Times voulait publier un dossier sur les nouvelles frontières des technologies militaires et nous avions déjà enquêté sur ce qu'on appelle les bombes intelligentes et les bombes guidées par satellite. Nous voulions vraiment découvrir ce que serait la prochaine étape. J'ai fait mes recherches, j'ai parlé à des analystes militaires de ma connaissance et aussi à des gens qui investissent en bourse et qui suivent donc de près les compagnies qui ont des contrats gouvernementaux.
Ils m'ont mentionné cette toute nouvelle catégorie, les armes à énergie dirigée et les armes électromagnétiques. Voilà comment nous l'avons découvert. Puis nous avons commencé à écrire sur le sujet, et un des problèmes que nous avons rencontrés est que le gouvernement ne veut pas divulguer d'informations. La plupart de ces programmes sont toujours secrets. Les fabricants d'armes mettent au point toute une gamme d'armes électromagnétiques qui peuvent frapper avec 100 fois plus de force qu'un éclair. Certaines de ces armes peuvent détruire les missiles dans le ciel. Une autre peut aveugler les soldats ennemis sur le champ de bataille. Ils travaillent même à une arme qui peut maîtriser les foules en brûlant la surface de la peau des gens. Lancée au-dessus d'une grande ville, une bombe électromagnétique y détruirait tous les appareils électroniques en quelques secondes. Bien que leurs effets soient différents, elles ont un point en commun. Elles utilisent l'énergie dirigée pour produire une puissante impulsion électromagnétique. Qu'est-ce qu'une arme à impulsion électromagnétique? On peut se la représenter d'une façon simple qui n'est pas trop inexacte, comme un éclair qui aurait pris des stéroïdes. L'impulsion électromagnétique d'un éclair est une matraque beaucoup trop grossière. La longueur d'onde est beaucoup trop longue. Idéalement, ce qu'on veut faire, c'est prendre l'énergie de l'éclair, qui a une grande longueur d'onde, et la transférer dans des micro-ondes. Que sont les micro-ondes? Ce sont toutes les ondes qui ont entre 1 mètre et 1 millimètre. Pensez à quel point cela correspond bien à presque tout dans notre société. Presque tous nos appareils électroniques ont entre 1 mètre et 1 millimètre. Prenez l'antenne de votre téléphone cellulaire. Elle est faite pour absorber les impulsions électromagnétiques. Elle n'est pas faite pour résister à la puissance d'une arme à impulsion électromagnétique. Ces armes électromagnétiques sont capables de détruire pratiquement tout ce qui contient une puce. Non seulement les systèmes de communication, mais aussi les systèmes d'alimentation en énergie, les télévisions et les appareils radio. Même la plupart des voitures de nos jours ont un système de démarrage électronique. Dans notre société et dans beaucoup de pays, si ces armes étaient utilisées au bon endroit, tout ce qui contient une puce pourrait devenir inutilisable. Les effets de l'impulsion électromagnétique et son utilisation possible comme arme a été découverte par accident lors des premiers essais atomiques. Quand les premières explosions ont eu lieu, le matériel électromagnétique non protégé, qui était très répandu à l'époque, a été touché. Bien sûr, tout le monde a été surpris, parce que c'était du matériel qui devait enregistrer les effets des essais. Tous ceux qui se trouvaient près de cet équipement détruit ont secoué la tête et se sont demandé ce qui s'était passé, puisqu'il n'y avait pas eu de vent ou de problème de pression. Il n'y avait que du matériel électrique qui avait surchauffé. Il a suffi de quelques tests pour comprendre qu'une énorme impulsion électromagnétique est générée quand une bombe nucléaire explose, et ces impulsions peuvent détruire le matériel électrique qui n'est pas protégé. Ils se sont dit qu'ils venaient de découvrir une arme. Au début des années 50, à Los Alamos, où se déroulaient des recherches nucléaires, les chercheurs se sont dit qu'ils pourraient créer uniquement l'impulsion électromagnétique. Et c'est à cet endroit que les premiers travaux pour convertir l'énergie d'une explosion en énergie électrique ont eu lieu. Depuis ce temps, nous avons des laboratoires qui se consacrent au développement d'armes électromagnétiques et aux armes à micro-ondes à haute énergie. La bombe atomique est née dans un laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Toute la région est contrôlée par les départements de l'énergie et de la défense. Des panneaux avertissent les visiteurs que les routes peuvent être fermées à tout moment, sans préavis. Il est difficile d'imaginer que ces lieux inhospitaliers aient quelque chose à voir avec la charmante île Belle de Terre-Neuve. Mais en 1978, ils sont associés quand les satellites de défense américains observent un éclat lumineux beaucoup plus puissant que celui de la bombe d'Hiroshima. 2 scientifiques de Los Alamos sont envoyés à l'île Belle. Les enquêteurs John Warren et Robert Freeman arrivent sur la petite île de la côte est de Terre-Neuve, moins de 24 heures après l'incident.
Les résidents de l'île Belle sont surpris de voir débarquer ces visiteurs, employés d'un laboratoire de recherche en armement. Mais la situation devient encore plus étrange avec l'arrivée d'un général russe, entouré de personnel militaire canadien et américain.